Ah bon, encore bonsoir à vous. Bonsoir Visle Oyer, bonsoir aux invités ainsi qu'à nos téléspectateurs et les internautes. Votre chapeau, ça s'appelle chapeau large bord, je vous l'ai dit. Vous faisiez l'école buissonnière. C'est un plan américain. D'accord, merci d'être là. Mais qu'est-ce que c'est l'opération Épervier? C'est une très bonne question parce que pour la bonne compréhension des téléspectateurs, il est important de dire ce qu'est effectivement l'opération Épervier. Disons que l'opération Épervier fait référence à une vaste campagne judiciaire de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics au Cameroun. Elle a été instruite par le président de la République en personne et l'objectif était naturellement de traquer les fossoyeurs de la fortune publique dans un contexte de spoliation généralisée des gestionnaires de fonds publics qui s'illustrait par leur capacité à une course effrénée vers l'enrichissement illicite. On avait alors présenté l'opération Épervier comme une sorte de panacée qui allait venir simplement arrêter la saignée. Alors, vous avez utilisé des mots simples pour parler de cette opération Épervier, mais on est en droit de s'interroger. Nous partons d'où, en fait, pour la mise sur pied de cette opération? Alors, vous allez comprendre tout à l'heure, parce qu'en vérité, le vocable opération Épervier, le double vocable, arrive à partir de l'année 2006, mais il faut dire qu'avant 2006, il y avait déjà une vaste campagne d'assainissement des fonds publics. Tenez, nous avons bien voulu appeler ça le prologue de l'opération Épervier. Mi-1997, nous assistons à Yaoundé à l'interpellation du professeur Titus Edzoa. Il faut dire qu'à l'époque, l'ordre avait été donné de faire interpeller l'ancien secrétaire général de la présidence de la République. Vraisemblablement, les différents responsables, que ce soit des forces de défense et de sécurité ou des forces de maintien de l'ordre, avaient de la peine au vu de ce que représentait Titus Edzoa. Et l'histoire raconte que un homme, préfet d'une Fundi, Edgar Alem-Ebengo, avait alors enclenché ce qu'on appelle la mise en détention. C'est une procédure purement administrative qui dure 15 jours et qui est renouvelable une fois. Alors, Titus Edzoa est donc interpellé. Il est ancien secrétaire général de la présidence de la République, accusé du détournement de fonds publics quelque temps après l'interpellation d'un autre, Michel Thierry à Tangana. Et en rappel, quelques semaines auparavant, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République avait annoncé sa démission de ses fonctions et dans la foulée, il avait alors annoncé être candidat à l'élection présidentielle avec pour directeur de campagne naturellement cet homme Michel Thierry Atangana qui est franco-camerounais, on a coutume de dire. Alors, pratiquement 2 ans plus tard, après 97, le 1er septembre 99, Mounchi Pousseidou, ancien ministre des Postes et Télécommunications, est interpellé puis placé sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui. Il est reproché à l'ancien membre du gouvernement et ses co-accusés, donc Dieudonné Angoula et Caroline Abba, les détournements du deniers publics sous forme de surfacturation, fractionnement des marchés ainsi que des marchés publics. Des condamnations sont prononcées contre le principal accusé et certains de ses co-accusés qui écopent des peines variant entre 10 mois et 20 ans de prison. Au plan financier, le jugement du tribunal déclare un préjudice évalué à 1 milliard 94 millions et 798 000 francs que doivent restituer l'ancien ministre Postel et ses co-accusés. On avait alors baptisé cette affaire le Mounchipou Gate. Alors, vous nous parlez là de 1997, puis 1999, mais également en lisant votre chapeau tout à l'heure, vous parlez de 2006, rendu en 2026, ça fait 20 ans aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui les réelles causes et surtout l'appellation Opération Épervier. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le mot Opération Épervier commence très exactement en 2006. C'est une vaste campagne de lutte contre les détournements de fonds publics du nom de code Opération Épervier qui prend véritablement son appellation formelle en 2006 sous le gouvernement du Premier ministre Inoni Ephraim. Et vous allez comprendre l'ironie du sort parce que malheureusement, il fait partie des victimes de cette opération. Elle est principalement motivée par la pression des bailleurs de fonds internationaux, le FMI et la Banque mondiale notamment, qui exigent des réformes de gouvernance et l'assainissement des mœurs financières. Dès lors, les dénonciations de la spoliation
de la fortune publique et des prévaricateurs atteint un pic via les médias, les acteurs de la société civile et même le peuple en général. Cette grogne ne laisse pas insensible au pouvoir de Yaoundé qui va se sentir, comme qui dirait, contraint de réagir. Et cette année-là, plusieurs anciens ministres récemment évincés du gouvernement vont être interpellés, et ce, de manière, disons-le, spectaculaire. Vous parlez d'ironie du sort en citant le nom de quelques personnalités aujourd'hui incarcérées à la prison centrale. Mais souvent, quand on parle de cette opération, on dit, mais décidément, quelles sont les premières véritables dates de cette opération? Alors, nous sommes le 13 octobre 2006 et c'est à ce moment qu'entre en scène l'opération Épervier via l'affaire du crédit foncier du Cameroun. Les principaux co-accusés, Boto Angon, que vous voyez en image et en lunettes, il n'a pas beaucoup de photos. Il est ancien président du conseil d'administration du crédit foncier et député à l'Assemblée nationale, déchu de son immunité parlementaire en septembre 2006. Il était député, mais la procédure a été enclenchée. On a levé son immunité parlementaire pour qu'il réponde des faits qui lui étaient reprochés. Et il y a eu aussi le cas de Joseph Oidou, ancien directeur général du Crédit foncier, ainsi qu'une trentaine de personnes sont accusées du détournement de deniers publics en coaction, complicité de détournement du denier public, faux et usage de faux en écriture publique et privée et intérêt dans un acte de concussion. Au gré de la procédure, 10 personnes sont déclarées non coupables et des peines allant jusqu'à 40 ans sont prononcées contre les 21 co-accusés restants. Ça, c'est pour l'année 2006. Mais en 2007, on va voir qu'il y a une accélération de l'opération Épervier, le prochain tableau. S'il vous plaît, 2007, donc, c'est, on va dire, le PAD Gate, PAD comme port autonome de Douala. Et là, les principaux accusés, l'ancien président du conseil d'administration, le colonel Edouard Etonde Koto et Alphonse Yamsewe, ancien directeur général, et une dizaine d'autres personnes sont poursuivies pour détournement de deniers publics, coaction et détournement, intérêt dans un acte, escroquerie foncière et complicité d'escroquerie. Dans cette affaire, 9 personnes sur les 13 poursuivies sont reconnues coupables et acquittées. Les 4 autres sont déclarés coupables d'avoir détourné la somme de, tenez-vous bien, 38 milliards de francs CFA. L'ancien directeur général, le président du conseil d'administration, ainsi que les nommés François Ninche Sewe et Simon Pierre Ewodo écopent des peines de 15 à 25 ans d'emprisonnement. La même année 2007, soit exactement en décembre, l'ex-ministre Alphonse Yamsewe est interpellé pour détournement de fonds qui remonte à la période où il exerçait les fonctions du DG du PAD. Et ce qu'il faut dire, pour le cas de Edouard Etonde Koto, c'est qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle et depuis, il est simplement libre. 2008, cette fois-là, c'est vraiment spectaculaire parce qu'un matin du lundi 31 mars 2008, 3 anciens ministres sont interpellés, je pourrais même dire cueillis de manière spectaculaire à leur domicile respectif. Et ces personnalités sont Jean-Marie Atangnamebara, ancien secrétaire général à la présidence de la République. Il est cueilli au lieu du école publique de Efoulan. Ensuite, il y a l'ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa. Lui, il est cueilli à Koweït City. Et il y a Hubert Olangena Wono. Lui, il était à Emana. Il est cueilli là-bas également. Tous sont amenés à la direction de la police judiciaire. Ils y passent 8 jours exactement. Et ce qui se passe pendant qu'ils sont en cellule, c'est que des caméras de la télévision nationale sont venues les filmer à cet endroit. Il était alors question de les humilier. Ils vont y passer 8 jours et après, ils vont être incarcérés à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Le 8 avril 2008, ils sont accusés tous de détournement du denier public. Ça avait fait des vagues ici à Yaoundé. Et petite anecdote, le journal L'Anecdote, justement, avait réussi l'exploit le même lundi, jour de leur arrestation, de mettre en kiosque à 7 h du matin, tenez-vous bien, le journal, la parution de ce jour où on racontait, tenez-vous bien, le film de l'arrestation. Va savoir à quel moment les différents journalistes avaient écrit cela. Ça, c'est pour l'histoire, pour vous qui demandez souvent ce qu'il y avait avant. Alors,
c'est bien pour l'histoire. Vous avez donné les chiffres tout à l'heure. On parle des milliards. Ça fait finalement froid au dos. On a parlé également des sommes indues générées par cette opération. Qu'en est-il exactement? Alors, ça s'appelle le remboursement du corps du délit. C'est quoi le remboursement du corps du délit? C'est la possibilité que le législateur a donné au juge de pouvoir élargir les personnes poursuivies pour détournement si ces personnes consentent à rembourser les faits allégués de détournement. Et il est bien précisé, pour ce qui est de la procédure du remboursement du corps du délit, que le juge peut vous élargir. Vous pouvez rembourser sans qu'il ne vous élargisse. Alors, le montant total des sommes détournées, parce qu'il faut dire que l'opération Épervier a déjà happé, on a essayé de faire le décompte, un peu plus de 150 personnalités, parmi lesquelles un ancien premier ministre, Inoni Ephraim, on l'a dit tout à l'heure, des anciens secrétaires généraux de la présidence de la République, qui sont de Marafa Amidou Yaya, Jean-Marie Atangana Mebara, d'anciens ministres, d'anciens directeurs généraux, d'anciens PCA et bien d'autres personnes, un peu plus de 150 personnes. Et donc, le montant total des sommes détournées et non encore recouvrées, ces chiffres, tenez-vous bien, à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Mais l'État a réussi à recouvrer, laissez-moi rire un peu, 60 milliards depuis la création du tribunal criminel spécial TCS en 2012. Ces recouvrements fluctuent chaque année. L'an dernier, l'État a récupéré environ 10,2 milliards de francs CFA via la restitution du corps du délit. Année 2024, le recouvrement amende et avoir s'évalue à peu près à 5,6 milliards de francs CFA. Et en 2023, les fonds récupérés s'évaluaient à près de 8,5 milliards de francs CFA. Ces chiffres officiels proviennent de la Commission nationale anticorruption et des bilans du tribunal criminel spécial, bien que ces opérations de remboursement permettent de renflouer partiellement les caisses publiques via la restitution du corps du délit avant condamnation. Les sommes en attente de recouvrement se chiffrent encore à des milliers de milliards de francs CFA selon la société de recouvrement des créances. 60 milliards, juste. 60. Sur des milliers. Juste 60 milliards. Mais est-ce qu'on peut réellement lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics au Cameroun? Évidemment qu'on peut lutter contre la corruption et les détournements. On va passer sur ces affiches de la Commission nationale anticorruption. Alors, moi j'ai essayé de faire ce que j'appelle les 12 mesures pour lutter efficacement. Vos 12 mesures. 12, oui. Vos 12 mesures. C'est de moi, c'est de moi. C'est les 12, si vous voulez appeler ça les 12 mesures de Armand Okol pour lutter efficacement contre la corruption. Alors, je les liste. Rendre effective la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et il ne vous a pas échappé que tout à l'heure, je vous ai dit que l'opération Épervier est initiée et déclenchée par le président de la République. Jusqu'à mon âge vieux, il ne me souvient pas que le président soit magistrat. Voilà. Donc, il est politique, c'est connu, il est président de la République, certes, il est le patron, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. On le sait déjà. Bon, d'accord. Alors, il faut favoriser l'élection d'élus légitimes, que ce soit le président de la République, que ce soit les députés ou les sénateurs. Si ces personnes tiennent leur élection du peuple, ils auront obligation, ils vont se sentir obligés de travailler efficacement et avec efficience. Il faut consacrer et parvenir à l'autonomie de pouvoir, de fonctionnement et de gestion des institutions et instruments de lutte contre la corruption et les détournements, notamment de la CONAC, la DIF, le contrôle supérieur de l'État. Pourquoi je le dis? Parce que il a été vérifié plusieurs fois qu'année après année, ces institutions et ces instruments font leur bilan, font leur rapport, envoient à la présidence de la République. Ça passe parfois 3, 4 ans, voire plus, sans qu'il y ait un retour, et cela plombe l'activité. Il faut appliquer sans délai l'effectivité concrète de l'article 66 sur la déclaration des biens. Je rappelle que cela a été adopté en 96, de 96 à aujourd'hui. Vous pouvez faire les calculs, c'est tout récemment que ça a été promulgué, mais on attend encore sa mise en application. Il faut renforcer le pouvoir des médias et de la société civile en matière de dénonciation, de prévarication de la fortune publique, tout en l'encadrant, renforcer l'appareil judiciaire et répressif, car
la justice indépendante, l'action des institutions doit se faire en toute impartialité pour garantir des sanctions effectives contre les gestionnaires délicats. Il faut digitaliser les procédures des services publics. C'est pas le professeur Joël Narcisse Meolo qui va me démentir. Quand vous allez dans nos ministères, les couloirs sont encore encombrés de documents physiques, alors que en digitalisant, eh bien, ça peut faire son effet. Il faut rendre concrète la dématérialisation, réduire les contacts physiques entre les usagers et les agents publics. Cela limiterait drastiquement les opportunités de corruption et de pots de vin. Il faut institutionnaliser l'informatisation des marchés publics, de la chaîne de dépenses et des recrutements de manière à assurer une transparence automatique. Il faut renforcer les contrôles internes et les audits. Il faut sensibiliser et éduquer les populations à la culture de la dénonciation, par exemple. Ça, les gens ne le savent pas, mais la Commission nationale anticorruption, CONAC, met à disposition des outils pour signaler les cas de corruption. Il est possible de contacter l'institution via la ligne verte gratuite, le 15-17. Et enfin, opérationnaliser l'éducation et la sensibilisation scolaire et académique par l'instauration des programmes d'éducation civique et morale dès le bas âge afin de promouvoir la méritocratie et de déconstruire l'idée de l'enrichissement facile. En rappelant que ce sont les 12 points d'Armand Okol pour lutter efficacement contre la corruption et tout le monde des deniers publics au Cameroun. Mais dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, on peut se dire que c'est une opération crédible? Ben, écoutez, est-ce que l'opération est crédible? Je ne vais pas avoir la prétention de répondre par l'affirmative ou la négative, mais j'ai essayé de recenser quelques éléments qui peuvent être considérés comme des leçons à tirer de l'opération Épervier 20 ans après. Eh bien, ces leçons sont des différents ordres. Je ne sais pas pourquoi la fiche TAR2 à venir. J'ai essayé de les recenser. Et là, il y a 10 d'entre elles. L'opération Épervier a son essence, a pour objectif de lutter contre les fossoyeurs de la fortune publique. Mais lorsqu'on observe la manière avec laquelle cette opération a été menée, on est naturellement en droit de se poser un certain nombre de questions. Je peux vous prendre un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'à la Kamwata, par exemple, 2 anciens directeurs généraux sont passés par la case prison? Il y a eu un premier, celui qui l'a remplacé a lui également été happé. Si on prend le cas de la CRTV, l'ancien directeur général a été interpellé, il a même été promu ministre délégué. Celui qui l'a remplacé a également été interpellé. Il y a également autour de cette opération Épervier une sorte de suspicion de règlement de compte ou d'épuration politique, si vous le voulez. Et aujourd'hui, les Camerounais vous disent, les voleurs de la République, on les connaît tous. Pourquoi ne pas lutter efficacement contre l'enrichissement illicite? Ça, c'est des questions qui se posent, mais on est tous en droit de reconnaître aujourd'hui les méfaits de la corruption. Allez donc savoir auprès de celui qui l'a initié ce qu'il en pense 20 ans après. Alléluia! Amen. Merci Armand Okol pour son alléluia. Amen. Sur cette question, alors Raoul Christophe Bia, l'opération Épervier a 20 ans. Ouais. C'est vrai qu'il a remonté le temps avec 1997, 1999, mais il doit donner les premières dates en 2006, 20 ans après. Et je vous pose la question, la dernière que j'ai posée à Armand, c'est crédible aujourd'hui cette opération? Elle doit être relancée, avec peut-être avec une vigueur beaucoup plus... Il faut redoubler la manière spectaculaire avec laquelle on va arrêter les futurs pensionnaires de la prison centrale de Gondengue ou de Nouvelle-Adouala. Parce qu'on est tous, comme je dis très souvent, on aime bien notre pays, mais on sait qu'il y en a qui continuent à s'amuser. Donc d'après vous, les gens sont toujours... Parce que quand Armand Okol parle d'arrestation spectaculaire, je crois qu'elle visait aussi cette arrestation à faire reculer ceux qui voulaient se livrer. En allant filmer les gens dans leurs cellules. Tout ça, toute cette mise en scène participe. Non, il y a ce que, dans les forces de défense et de sécurité, il y a ce qu'on appelle la force de dissuasion visloyée. C'est-à-dire que le gendarme n'a pas vocation à utiliser son arme
au premier jet. L'arme peut vous dissuader d'aller affronter les forces de l'ordre. Donc, lorsqu'on vient filmer, on rend une arrestation spectaculaire, c'est peut-être pour dissuader les potentiels prévaricateurs de la fortune publique. Moi, je disais donc qu'il faut relancer l'opération Épervier parce que je ne dirais pas qu'on est en retard, mais il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu réaliser rapidement s'il n'y avait pas cette constante spoliation de la fortune publique. Et donc aujourd'hui, plus que par le passé, il faut relancer cette opération. Il y a beaucoup de personnes qui devraient faire l'objet d'enquêtes, parce que tout le monde est présumé innocent, devraient faire l'objet d'enquêtes, même au plus petit niveau. Au niveau des collectivités territoriales décentralisées, jusqu'à la haute administration, il faut relancer l'opération Épervier. Elle a quand même permis de retrouver 60 milliards. Avec 60 milliards... Non, mais c'est rien par rapport aux chiffres qu'avant. Oui, mais ça, c'est pour ça que je vous dis, en termes de recherche énorme, je pense qu'en termes de recouvrement, quand vous arrêtez quelqu'un, quand vous l'arrêtez, c'est à lui de décider, c'est ce que la chronique d'Armand Ocol dit, s'il reste sur le code du délit. Il y en a qui ont accepté d'aller en prison. J'ai souvent suivi des gens dire, je suis milliardaire, je peux faire mes 40 ans de prison, revenir, utiliser mon argent, mes enfants sont garantis à vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme parfois on a vu ailleurs, ou si on vous attrape, peut-être on a peut-être traversé ces méthodes d'exécution, d'humiliation publique, mais si on peut quand même humilier des gens publiquement pour dissuader les autres, les futurs cadres, ceux qui sont formés aujourd'hui à l'ENAM, à l'IRIC et partout, vous dire quand vous serez aux affaires, vous voyez ce qui est arrivé à vos parents. Si on peut aller vers là où Visloye personnellement, je l'ai vécu position par là, je l'ai vécu au Gabon. On a pratiquement humilié le ministre du Tourisme. Les arrestations. Oui, il allait chez lui, on l'a laissé aller chez lui et tout. On allait le prendre devant ses enfants. C'était vraiment une mise en scène et tout. On a même organisé le procès télévisé. Je crois que toutes ces mises en scène médiatiques visaient d'abord à dissuader ceux qui viennent d'arriver. Parce que quand on vient d'arriver aux affaires, on a tendance à dire que c'est notre tour. Ouais. Et ce fameux terme, c'est notre tour, est très dangereux pour la République. Merci Raoul. Cheryl Chamba, avant le prof. Sur cette question, Armand a donné des chiffres. Il parle des milliers de milliards. Mais au final, on a 60 milliards qui rentrent finalement dans les caisses de l'État. On est en droit de s'interroger. C'était pas finalement une affaire très politisée qui cherchait plutôt à mettre hors d'état de nuire certaines personnalités? Bon, moi je répondrai par une première chose, c'est-à-dire que dans plein d'affaires, dans beaucoup d'affaires, on a annoncé des milliers de milliards, mais souvent même les condamnations aboutissent à des montants de 200, 300 millions. Non, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les chiffres qu'on envoie, il y a des chiffres, oui, 38 milliards, c'est pas toujours vrai. Vous savez, détourner 38 milliards, il faut les trouver. Combien de gestionnaires de crédit au Cameroun peuvent parler de détourner 38 milliards? Combien de ministères? Je crois que d'ailleurs, un point polémique, je crois que quand le professeur Camto s'était présenté à la première élection, les gens avaient raconté une histoire d'étounement de milliards. Mais c'est Laurent Esso, le ministre, qui avait dit, mais aux journalistes, arrêtez. Le budget de mon ministère ne permet même pas d'attribuer un marché de ce montant. Ça veut dire que quelque part, il y a aussi beaucoup de fantasmes. On monte des chiffres parce que, effectivement, ça fait vendre des choux, la presse. Mais il est clair que il y a véritablement des problèmes de Camerounais qui ont quelques difficultés dans la gestion de la fortune publique et qu'il faille effectivement appréhender, parce que c'est un mal qui est extrêmement grave pour la République, parce qu'on sait ce que ça coûte, n'est-ce pas, même simplement. D'ailleurs, le détournement de fonds publics commence à partir de 1 franc. Une fois que vous avez à gérer l'argent public, dès le premier centime, eh bien, vous êtes susceptible de répondre de cette gestion-là. Par contre, je crois que la question véritable qui peut être posée dans le cadre de cette opération, c'est finalement à quoi ça a servi. Parce qu'effectivement, Raoul Mbia disait qu'il faille faire des arrestations spectaculaires, mais il n'y a pas toujours eu que des coupables qui ont été appréhendés. Il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été libérés. Et il y a le principe de la présomption d'innocence. Quand vous avez fini d'afficher quelqu'un à la télévision humilié, et que si par devers si plus tard il s'avère qu'il n'est pas coupable, qu'est-ce qu'on fait? Comment on lui redonne sa dignité? Ça, c'est un problème. Et la justice là-dessus a ses méthodes. Je crois qu'il ne faut pas aller rapidement, mais ce qu'on peut reprocher dans le cadre, par exemple, du traitement de ces dossiers, c'est que c'est très lent. Entre le moment où il y a des dénonciations et le moment où les gens sont entendus au TCS et l'action judiciaire véritablement enclenchée, il se passe souvent beaucoup d'années. Je prends le cas, par exemple, des dénonciations de rapports de la Cour des comptes sur les fonds Covid. Aujourd'hui, ceux qui ont été indexés là-dedans nommément avec des chiffres
et des éléments, continuent à rouler carrosse, mais rouler mécanique dans la ville. On a l'impression, effectivement, donc, dans ce cadre-là, et comme dans d'autres, que les enquêtes dites opérations EPRV sont plutôt des enquêtes à tête. Oui, sont des opérations à tête chercheuse. Peut-être qu'elles servent à régler certains comptes, parce que bon nombre de ceux qui ont des dossiers même déjà fournis, parce que les magistrats de la Cour du TCS en parlent, ils s'en plaignent, de ce qu'il y a énormément d'enquêtes qui sont bouclées, mais dont ils n'ont pas encore l'autorisation pour agir. Donc là-dessus, il faut se questionner véritablement. Ensuite, et je vais plus loin, laissez-moi terminer là-dessus, quand on entend ce qui se passe dans certaines prisons, on commence à se poser véritablement des questions si la prison fait encore peur. Je crois que on nous raconte des faits de prisonniers qui bénéficieraient, par exemple, de mesures d'aménagement spéciales ou spéciaux, ce qui fait que certains estiment que si c'est ça la prison, eux, ils pourraient bien y faire un tour. Quand on est milliardaire, apparemment, on souffre moins en prison. C'est ce que semble avoir voulu nous décrire la chronique ce week-end, avec un fait divers, je ne sais pas si c'est avéré, mais on nous dit ça souvent. Donc, pour dire que véritablement, j'appelle les Camerounais, parce que au-delà de tout, au-delà de la sanction, il y a quand même